Salut YouTube, alors on est samedi, c'est la fin de la semaine. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé cette semaine et tout ce qu'on a fait. Là il fait beau, je viens de rentrer de la course. J'ai une mission, pendant que je vous raconte toute cette histoire, c'est d'aller acheter du tofu pour pouvoir faire le repas de midi. Alors cette semaine a commencé dimanche dernier depuis le dernier vlog. Et alors dimanche dernier ce qu'on a fait, c'est qu'on allait au festival à Japantown. Et on a, en fait il y avait un festival des cerisiers en fleurs. C'était assez cool, c'était assez drôle, c'était un mix japonais-américain. C'était un peu what the fuck certains trucs sur la parade. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait quelques tours de touristes autour de Japantown. On est allé voir une rue qui s'appelle la Lombard Street. La seule raison pour laquelle cette rue est célèbre, c'est qu'elle est en zigzag et que les voitures adorent passer dans cette rue en zigzag. C'était assez chouette. Ensuite, voilà, c'était le dimanche, c'était plutôt chill. Ce qui s'est passé lundi, c'est que il y a Nicolas que je connais, qui est en France, qui est venu à San Francisco pour le Data Council. Lundi, j'ai cru décéder parce que j'ai fait un 23 km qui n'était pas prévu. Je pense que c'est la plus grosse distance que j'ai faite en courant. En fait, avec Nico, on s'est dit, allez, on va courir. À la base c'était plutôt un 10 km et en fait il m'a emmené dans un traquenard, on a couru jusqu'à l'océan Pacifique. Franchement c'est hyper cool. En fait dans San Francisco il y a un parc qui s'appelle le Golden Gate Park. En fait le parc il va du centre de la ville jusqu'à l'océan. Dans le parc il y a un zoo, un golf. Donc ça c'était le lundi et le lundi on a pas mal bossé parce qu'en fait mardi, mercredi, jeudi il y a une conférence data qui était aux États-Unis qui s'appelle le Data Council, à laquelle on voulait absolument aller avec Claire et à laquelle mardi soir on faisait une présentation sur scène. Et du coup lundi après mon semi-marathon on a enchaîné et on a bossé sur Nao toute la journée pour avoir quelque chose de prêt pour la conférence. Du coup mardi, premier jour du Data Council. Donc pour expliquer un peu, le Data Council c'est une conférence data qui a lieu tous les ans aux États-Unis depuis 15 ans je crois, quelque chose comme ça. Et c'est là où globalement c'est un mix entre des gens qui font de la data, qui sont plutôt des personnes qui sont early adopters, donc qui adoptent les technos assez tôt, des créateurs de technologies, tous les outils qu'on utilise dans la data, en fait la plupart des fondeurs étaient là. Il y avait le créateur d'Airflow de Superset, un des fondeurs de DBT, fondeur de Daxter, fondeur de Arrow, fondeur de Pandas. Et après il y a pas mal d'entreprises qui viennent aussi vendre leurs outils, échanger. Donc je vous ferai dans la deuxième partie du vlog un débrief de Data Council. Il y a un truc qui est très fun ici, c'est que les gens respectent les passages piétons, mais comme s'ils avaient des œufs posés sur le capot de leur voiture, ouais. Quand on a l'habitude de Paris et de la jungle un peu urbaine à Paris, qui est honnêtement, je trouve, ok. Ici, c'est vraiment choquant. Les gens s'arrêtent hyper loin des passages piétons. Quand tu cours, c'est assez agréable d'ailleurs. Les grandes rues comme ça, c'est pas les... Ça a son charme dans le sens où tout est pareil et tout se ressemble et il faut trouver les petits trucs qui sont assez uniques. Par exemple, cette maison là, elle a l'air assez chouette. Mais ça se ressemble beaucoup en fait dans le quartier et dans tous les quartiers à SF dans la ville. C'est à peu près le même type de maison. C'est des maisons comme ça, pas très hautes, assez colorées. C'est assez beau. Petit magasin avec des ponchos. Je sais pas trop si ça s'appelle comme ça, mais... Mardi, on est allé à la conf, donc au Data Council, c'était le premier jour. Franchement, c'était assez chouette. Moi, le premier jour, j'ai pas mal écouté de conférences. C'était les confs plutôt data engineering, infrastructure, plutôt très chouette. Je vous ferai un petit débrief des tendances, des trucs que j'ai vus après. Et Claire, de son côté, a plutôt discuté avec des gens.
Le soir, on a notre présentation sur... Le soir, on avait notre présentation sur scène. Donc j'arrive au Grocery Outlet, qui est le supermarché le moins cher du quartier. J'ai un peu toujours perdu. En fait, c'est le truc qui est un peu bizarre quand tu es à l'étranger, c'est que quand tu vas dans les supermarchés, c'est que tu n'as pas l'habitude, tu n'as pas tes réflexes, et du coup, tu es complètement perdu dans les rayons. Du coup, c'est la deuxième fois que je viens ici, et c'est toujours la même chose, je tourne en rond. Je ressors du supermarché bredouille, je n'ai pas trouvé du tofu. Mardi, on a présenté Nao sur scène au Data Council. C'était un exercice assez difficile, franchement. On a pas mal appris parce qu'en fait, ça s'est passé à 19h et c'était pendant le dîner du premier jour, enfin dîner apéro du premier jour. Et du coup, il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de manger, boire et discuter. Et donc dans la salle où on présentait, il y avait quand même pas mal de bruit. Mais je pense qu'on s'est assez bien débrouillé. On a essayé quelques petites techniques pour attirer la foule et leur donner envie de regarder notre présentation. En plus de ça, dans la salle où on était, le Wi-Fi marchait pas très bien et on voulait faire le choix de faire une live démo pour que ça soit plus impactant. Franchement, l'un dans l'autre, ça s'est quand même bien passé, on a eu des bons retours. Ensuite, mercredi, on est retourné à la conf. Claire et moi, mercredi, on a quand même passé toute notre journée à parler à des gens, donc parlant en anglais toute la journée. C'était vraiment cool, on a échangé, on a commencé à créer des contacts avec des gens ici. On a eu aussi des bonnes touches de contact. Donc voilà, il va falloir qu'on suive là-dessus. Les 2 jours, on a fait des soirées. On s'est quand même couché assez tard. Et donc le jeudi matin, on a pris la décision de ne pas aller le dernier jour au Data Council. Et donc après jeudi, vendredi, on a quand même pas mal bossé. Et là, on est samedi. Il fait beau, il y a du soleil, c'est un peu couvert, mais franchement, on kiffe. Par rapport à la vidéo de la semaine dernière, merci de tous les retours et de l'engouement autour de la vidéo. Avant que je passe dans la deuxième partie de la vidéo, où je vais plutôt vous raconter côté data professionnel au Data Council, quelles étaient les tendances, quelles sont les choses que j'ai observées. Me voilà de retour à la maison. J'ai envie du coup de vous raconter un peu plus la conférence, donc le Data Council. Ce sont assez intéressants pour toutes les personnes qui bossent dans la data. Le premier jour, c'était vraiment très chouette. J'ai fait quand même pas mal de confs. J'ai fait la conf de Agnès de DuckDB, j'ai fait la keynote d'ouverture. Ensuite, j'ai fait la conf SDF et DBT Labs et pourquoi DBT Labs a racheté SDF et qu'est-ce que ça veut dire pour l'écosystème. C'est des choses que je savais déjà, mais je pense que ça continue de faire progresser ma réflexion sur ce sujet-là. Le premier point qui est, je pense, le plus important, c'est que j'ai fait pas mal de confs depuis le début de l'année et l'AI, la Generative AI, c'est quand même quelque chose qui était dans toutes ces confs-là. Et là, pour une fois, c'était pas le sujet principal. Au Data Council, je pense que la techno principale et le sujet le plus discuté, c'est Iceberg. Pour ceux qui ne connaissent pas, Iceberg, c'est un format de table open source qui permet de créer des tables sur des buckets S3. Et sur ces tables-là, on peut faire, ces tables, c'est des fichiers parquets organisés sur lesquels on peut faire des transactions, sur lesquels on peut faire du time travel, c'est-à-dire revenir en arrière, et qui, pour l'instant, est très compatible avec l'écosystème Spark et c'est en train d'arriver la compatibilité avec l'écosystème Python au sens large, DuckDB et ce genre de techno.
Et vraiment, Iceberg était sur toutes les lèvres. En revanche, il y a quand même un autre côté de cette pièce, c'est qu'il y a quand même pas mal de Iceberg sceptiques. La raison principale pour toutes ces personnes-là d'être sceptiques d'Iceberg, c'est que vu que Iceberg, la manière dont ça a été conçu à Netflix il y a quand même 8 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il y a pas mal de limitations dans la manière dont Iceberg fonctionne, notamment parce que c'est au-dessus des buckets S3 et donc on ne peut pas faire autant de transactions qu'on veut par seconde parce qu'on est limité par S3. Et donc il y a pas mal de questions sur est-ce qu'en fait Iceberg c'est vraiment la techno qu'il faut pour faire ça. Notamment les créateurs de DuckDB, eux ont leur réponse et disent que Iceberg c'est pas la bonne techno. Justement, ils avaient déjà annoncé à la DuckCon Amsterdam il y a quelques semaines qu'ils rentraient dans le Lakehouse et qu'ils allaient faire des choses là-dessus. Et ils ont encore annoncé entre les lignes au Data Council que dans 3 semaines, ils allaient faire une annonce sur ce sujet-là. Donc il y a un nouveau logo d'un canard dans un rond bleu sur un lake. Donc ça c'était le premier truc, c'est vraiment Iceberg partout. Une des raisons principales de la montée en puissance d'Iceberg, c'est que c'est adossé au Data Lake et le Data Lake offre une grande flexibilité. Iceberg apporte ce format de table sur quelque chose qui est hétérogène. Le vrai défaut d'Iceberg, et c'est un truc qu'on n'a pas trop vu, moi j'avais pas trop vu depuis la France, c'est la compaction des fichiers. Parce qu'en fait, quand on fait du Iceberg, on va créer beaucoup de fichiers. Et c'est LinkedIn qui a fait un talk là-dessus. Ils disaient qu'ils avaient 100 000 tables dans leur Data Lake et qu'ils avaient un vrai challenge parce qu'en fait, beaucoup des fichiers de ces tables-là sont plus petits que 100 mégaoctets. Et ils se sont rendus compte que la taille la plus efficace pour traiter les fichiers, c'est plutôt autour de 500 mégaoctets. Et donc, ils ont développé un auto-compacteur. Et en fait, en ce moment-là, il y a un vrai sujet sur les catalogues d'Iceberg et comment on accède à la donnée. Mais le sujet qui est juste après celui-ci, c'est plutôt comment, de manière automatique, on va compacter tous ces fichiers autour d'Iceberg. Ensuite, il y a eu une conférence du créateur qui s'appelle Ryan Blue de Iceberg, qui avait créé une boîte qui s'appelait Tabular, qui s'est fait racheter par Databricks. Et donc, lui, il a parlé un peu du Iceberg et du futur d'Iceberg. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 standards, voire 3, qui sont compétiteurs, Delta, Iceberg et UDI. Et donc, lui, maintenant, étant chez Databricks, il voit Delta. Et en fait, dans son vocabulaire, il y a un truc qu'il a dit qui, moi, me rassurerait pas en tant que personne de la communauté d'Iceberg. En gros, à chaque fois qu'il parlait de quelque chose, il disait « de Delta Community Wants », de Delta Community Wants. Et donc, il est très... il va essayer d'agréger... Son challenge, c'est de faire que, en étant à l'intérieur de Databricks où il y a Delta et Iceberg, de converger les 2 formats. En résumé, il a quand même dit Iceberg, c'est quelque chose qui est optimisé pour la lecture et Delta, c'est quelque chose qui est optimisé pour l'écriture. Et ce qui serait bien, c'est de merger les 2 communautés pour faire qu'on a un format qui est bon pour la lecture et l'écriture. On va passer dans le monde où on a des warehouses très centralisés à plusieurs moteurs de calcul et de la donnée dans des buckets de manière très large, dans un lake. Et donc potentiellement, les stacks de demain, ça va être, on a un lake sur un S3 compatible, et on a DuckDB pour du calcul rapide local, on a Snowflake pour certaines choses customer facing, on a BigQuery pour autre chose parce que BigQuery est optimisé, on a ClickHouse pour du real time, et donc on va arriver dans un monde où on a du multi-engine. On va avoir un vrai sujet autour de l'orchestration de ce multi-engine. L'autre truc au niveau des confs que j'ai bien aimé, il y a un autre truc que j'ai bien aimé à la conf, c'est tout le questionnement à comment on fait pour construire les équipes data de demain. Parce que dans beaucoup d'équipes data aujourd'hui, avec la GenAI qui est en train d'arriver, il y a quand même une fracture entre l'équipe data qui s'occupait de l'analytics historiquement et la GenAI, et on ne sait pas trop qui est-ce que dans la boîte prend ces sujets de GenAI, parce que souvent ça peut être côté produit, dans le sens où on veut rajouter ça dans le produit et donc c'est les équipes produits. Mais on a quand même envie que l'équipe data soit dans cet écosystème-là, parce que historiquement l'équipe data c'était elle qui centralisait la donnée, et donc c'est là où il y a, on va dire, la donnée intéressante pour que la GenAI interne et la GenAI à la destination de l'externe puissent puiser son information. Sur le long terme, je pense que c'est une responsabilité qui doit incomber aussi à l'équipe data. On est en train d'aller dans une direction quand même, on se rend compte qu'un seul gros modèle, ça ne répondra pas à tous les cas d'usage d'une entreprise. Et donc on part dans une direction où on va avoir plein de petits modèles hyper spécialisés pour faire plein de choses. Challenge qui arrive après ça, c'est comment on orchestre tous ces petits modèles pour que ça fasse quelque chose qui a du sens pour l'entreprise. Juste 2 petites phrases là que je lis dans mes notes. Une personne a dit le fine-tuning n'est pas mort. On parlait avec des gens qui font du fine-tuning sur des problèmes hyper verticalisés. On arrive à avoir des performances assez exceptionnelles. Le deuxième truc, c'est qu'il y a eu un cri du cœur d'une personne, je ne sais plus, sur la keynote d'ouverture. Ça serait bien qu'on arrête de faire des UI avec des chats de type chatbot, parce que c'est un peu boring comme futur, quoi, de se dire que tout devient un chatbot et on met des chatbots partout. On doit pouvoir intégrer mieux la GenAI dans des produits et en faire des trucs qui sont mieux que juste des chatbots. Mardi soir, vu qu'on était speaker au concile,
On a pu aller à une soirée, donc la VIP party ou la speaker party. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec Maxime Beauchemin pendant 1 heure. Donc Maxime Beauchemin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le créateur de Airflow et le créateur de Superset. On a parlé pendant 1 heure des prémices de Air quand il était chez Airbnb et de pourquoi il a fait ça, puis après de Superset. Il est québécois, du coup on a un peu parlé aussi en français. Je pense que ça le faisait kiffer de parler en français. Donc j'étais hyper content enfin pouvoir discuter avec lui. À un moment, je me suis retrouvé sur un balcon avec Maxime Beauchemin, le fondeur de DBT, le fondeur de Daxter. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, commenter. La semaine prochaine, j'ai une vidéo un peu spéciale qui va arriver. Merci de me suivre dans cette aventure. J'espère que vous avez appris des choses sur cette vidéo et à la semaine prochaine. Bisous.